cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur ESAE Télévision. C'est votre émission Le Monde en 52 minutes ce lundi. Je reçois pour vous Agapit Napoléon Mafourékan, consultant média. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Bonsoir à tous les internautes. Également avec nous, Morgan Asogba Metonji. Il est consultant en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Juste à côté de Morgana, il n'est plus à présenter, Martial Akwete, analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Chers internautes, vous l'avez compris, c'est votre émission Le Monde en 52 minutes que nous démarrons par le Niger. Plusieurs proches de l'ex-président déchus de leur nationalité, coup de tonnerre du côté de Niamey. Le général Tiani a déchu certains Nigériens de leur nationalité. Agapit. Écoutez, c'est de la politique intérieure du Niger a priori, donc ils ont leur raison. Et pour moi, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commenté, disons, abondamment l'actualité du Niger, mais je pense que sur ce cas, c'est quand même une décision un peu particulière qui doit en principe heurter le droit international, notamment le droit à une nationalité de tout citoyen. Je ne sais pas s'ils ont une double nationalité, ces personnes déchues, mais s'ils n'ont pas une double nationalité, je pense que ça pose le vrai problème de la patrie. Et je ne sais pas comment le Niger veut le régler, je ne sais pas quelle nation va les accueillir. Ce qui est sûr, ils en trouveront, ils trouveront des États pour les accueillir en réfugiés. Il y en aura qui va leur donner certainement une nationalité. Mais il me semble qu'être déchu de la nationalité, c'est quand même la chose la plus abjecte, la plus difficile. Je veux dire, c'est le mal le plus fort qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de lui interdire le droit à avoir un père, le droit à avoir une mère, le droit à avoir une terre patrie, ou une mère patrie. Donc je pense que c'est une décision trop, à mon humble avis, un peu trop forte. Et je ne sais pas si ce qu'on leur reprochait autant à cette hauteur. Alors, pour être à cette hauteur, il faut que ce soit peut-être crime contre le Niger. Je dis crime contre le Niger parce que quelle autre chose on peut faire pour pouvoir mériter une telle chose? Je vous rappelle que François Hollande, en 2015, lorsqu'il y a eu les attentats au stade du 15 novembre au Stade de France, avait imaginé, j'ai dit, mettre en place une commission pour réfléchir sur la question de la déchéance de nationalité des personnes reconnues d'attentats, mais qui ont une double nationalité. Je dis qui ont une double nationalité, donc de les déchoir de la nationalité française. Mais ça a fait un tollé, parce qu'on a estimé que d'abord, lui, un socialiste, mais ensuite, la nationalité est quelque chose de très sacré. Et pour déchoir quelqu'un, il faut vraiment que ce soit quelque chose la faute soit lourde. Soit très lourde. Alors donc, si déjà, il y a eu polémique pour ceux qui ont la double nationalité, comprenez, que ceux-là, je ne sais pas s'ils en ont double, le niveau, franchement, de la gravité de la décision. Alors, Morgane, une fois encore, par cette décision, on constate que l'homme fort de Niamey n'est pas allé de main morte. Oui, ça dépend de ce qu'on entend par main morte. Vous avez suivi Agapit quand même. Oui. Désormais, ils n'ont plus de père, ils n'ont plus de patrie, non plus. Ils sont apatrides. Non, je pense qu'ils continuent d'avoir des parents, ils continuent d'avoir une terre, mais... Par la terre nigérienne.
si, la terre nigérienne. Il y a des choses qui sont sacro-saintes, qu'on ne peut pas enlever à l'individu ou à l'être humain. Et ça fait partie de ces choses-là. Et c'est pour cela que le droit international a voulu que ce soit manifeste dans un document et considérer l'apatridie comme étant techniquement un crime, quelque chose qui ne doit pas être, qui ne devrait pas exister, et donc protège les nationalités. Donc, d'un point de vue fondamental et naturel, cette décision n'affecte pas la réalité des faits. Maintenant, c'est d'un point de vue politique. Et je pense que cette sentence, techniquement, durera le temps que Tiani le souhaitera ou sera là au pouvoir. Après que Tiani décide, le président Tiani parte, après son départ, on peut avoir un leader qui décide de rétablir ces personnes-là dans leurs droits et dans leur nationalité. Donc je pense que sur le plan social, c'est pas un problème, mais sur le plan du droit international, ça pose un problème fondamental. Maintenant, il faut aller voir quelles sont les raisons, parce que est-ce qu'on nous a donné les raisons de cette décision? Si on les a pas données, il faudrait les donner pour qu'on puisse apprécier les choses à leur juste valeur. Maintenant, mon vis-à-vis l'a dit, quel que soit Alpha, aller jusqu'à déchoir un individu de sa nationalité, je pense que c'est quand même la chose la plus difficile à faire. On peut juger les gens, on peut les incriminer, on peut les ester en justice pour des crimes de cette envergure, et je ne pense pas que parmi les sentences qu'on puisse avoir devant un tribunal, cette disposition-là existe. Un tribunal ne peut pas décider, je me dis ça doit être très difficile pour un tribunal de décider de déchoir quelqu'un de sa nationalité. On peut condamner cette personne à des peines sérieuses, que ce soit d'emprisonnement ou que ce soit des dommages-intérêts, mais aller jusque-là, il faudrait bien que le gouvernement Tiani ou lui-même en personne puisse partager avec la scène internationale les raisons qui l'ont motivé. Et s'il ne le fait pas, ça signifie que c'est probablement des raisons personnelles et peut-être politiques qui ne se disent pas. Alors justement, je me retourne vers l'analyste politique, Martial. Comme dirait l'autre, c'est quoi le projet? Vous avez suivi Agapit et Martial et Morgane. Du jour au lendemain, ces personnes, quoi qu'on dise, pour l'instant, ils se retrouvent en mode apatride parce que ils ont été déçus de leur nationalité. Alors, comme on dit, c'est quoi le projet? Ce qu'il est important de remarquer ici, c'est que la mesure qui a été prise par le gouvernement de Tiani, comme mes deux prédécesseurs l'ont dit, est une mesure assez forte et symbolique. Je veux dire, le gouvernement Tiani est allé très loin. C'est une manière qu'on peut expliquer, c'est une manière de faire qu'on peut expliquer par le fait que Tiani veut montrer qu'il peut aller très loin et que il ne serait pas question juste de simples discours, de déclarations, mais qu'ils sont en mesure d'agir contre n'importe quelle autorité ou n'importe quelle personnalité, que cette personne soit nigérienne ou de toute autre nationalité, et d'agir conséquemment pour maintenir leur position ou défendre ce que ces personnes-là croient défendre. Vous allez voir, des raisons ont été évoquées évidemment. La première raison, c'est que on les a accusés d'intelligence étrangère ou impliqués dans des affaires de complicité de terrorisme. Parce que vous allez voir, parmi les personnes déchues de cette nationalité, il y a essentiellement deux personnes dont la qualité amène à réfléchir. L'un était l'ancien conseiller en sécurité de Mohamed Bazoum. Donc il suffit d'être un ancien conseiller en sécurité pour que ça amène les dirigeants actuels de Niamey à réfléchir, c'est ça? Non, justement pas. Vous allez voir le discours que ces personnes-là ont tenu depuis le départ. Qu'est-ce que vous voyez? Mohamed Bazoum même est accusé. On lui dit qu'il a été de mèche avec des forces étrangères pour déstabiliser le pays. Et donc, dans ce discours... Pendant qu'il était en fonction, c'est ça? Justement, pendant qu'il était en fonction. Et c'est ce dont on l'accuse. Et jusqu'à présent, on voit que il n'est pas encore libéré. Il est toujours maintenu. Donc, cette condamnation, il a ses fils également qu'on a libérés récemment. Et donc, dans ce discours, on peut comprendre qu'il ne l'a pas fait seul. Il
il était avec des personnes dont il est entouré. Et donc là, c'est une mesure assez forte que je juge très radicale. Et l'objectif serait de dissuader premièrement toutes les personnes qui seraient de mèche avec Mohamed Bazoum ou qui seraient en mesure de s'affirmer encore dans la politique nigériane pour perturber la dynamique impulsée par ce nouveau régime. Évidemment, cela aura de conséquences assez lourdes sur le plan juridique, évidemment, parce que les personnes concernées restent évidemment nigériennes dans les faits, mais juridiquement, le problème va se poser si ces personnes devaient candidater. La question se pose parce qu'il faut leur délivrer des actes de candidature. Il faudrait déjà aussi avoir la possibilité de candidater. Voilà, tout cela évidemment. Donc, ils sont... Il faut qu'ils puissent rester sur le territoire nigérien. Voilà. Et poser des actes civils. Justement, donc, cette déchéance de nationalité les empêche d'avoir accès aux services fournis par le gouvernement nigérien. Et puis là, c'est une situation qui, en dehors des conséquences que ça peut avoir sur ces personnes à l'intérieur du pays, sur le plan international, parce qu'ils sont devenus apatrides maintenant, et ce pourquoi ils sont accusés sont suffisamment graves, et penser qu'ils peuvent avoir la nationalité d'autres États, mais il faut que ces États-là soient sûrs de ce qu'ils sont en train de vouloir faire pour ne pas être traités également de complicité de ceux dont on accuse les personnes en question. Alors, Agapi, vous avez suivi Martial, comme raison évoquée, ces personnes ont été recensées dans un fichier comme des personnes impliquées dans des actes terroristes. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, terroriste ou pas, est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour le général Tiani de régler des comptes? Oui, ça, on ne le dira pas à sa place, on ne le dira pas à la place d'autres non plus. Mais ça fait partie un peu du système, de tout ce jeu, un peu sur nos États. Hélas, lorsqu'on a envie de se débarrasser de ce type de personnes, on a déjà toute l'accusation prête. Il n'y aura personne qui aura à le justifier. Sinon, un président qui est en place a quand même le droit de signer des accords, d'avoir des relations avec les pays internationaux, les autres pays. La coopération fait partie du domaine régalien d'un chef de l'État, d'un État tout au moins. Donc, tout ce que Bazoum a pu faire jusqu'à sa déchéance fait partie des actes de droit reconnus à un président de la République. À moins que même les bases, est-ce que c'est Bazoum qui a accepté les bases françaises sur le sol nigérien, les bases américaines, la base américaine, non. Donc, lui-même, Tiani, a été formé. Lui-même, il est comptable de cette gestion également. Exactement. Donc, c'est facile. Lorsque ces actes sont posées, moi, quand on parle de détournement, je rentre pas de ça. Quand on parle il est en train d'attenter un coup contre l'État, ils ont dû avoir des informations. Mais quand on dit qu'il est en coopération avec l'Inter, alors qu'il était aux affaires en tant que chef d'État, moi je trouve que c'est trop... Non, je parle de Bazoum. Bazoum, d'accord. Il était en tant que chef d'État, je trouve qu'il appartient à l'État nigérien dont il était le garant, le répondant, le responsable, celui qui a fait le serment sur la constitution du pays de garantir les dons. Lorsqu'il a toutes ces qualités, je ne vois pas l'acte qu'il peut poser. Ces conseillers ne sont que des conseillers, ce ne sont pas des gens qui prennent des décisions. Ces conseillers sont des conseillers, ce ne sont pas des gens qui prennent des décisions. Alors donc, à mon humble avis, on a besoin de se débarrasser de cela. Mais je trouve que la sanction, elle est trop haute, elle est forte, elle est bon, je n'ai pas envie d'utiliser des mots un peu trop, mais elle est disproportionnée. Parce que je ne pense pas qu'il appartient à cette junte des choix de nationalité. Il y a des gens qui ont servi le pays. Parce qu'elle-même, la junte qui est au pouvoir, personne ne l'a élue, donc elle va finir par chuter, directement ou indirectement. C'est clair, il n'y a pas de choses, ça peut durer son temps. Comme quoi tout finit par finir. Exactement. Donc, elle ne se repose sur rien. Lorsque les Nigériens vont finir d'être nourris au discours haineux des voisins, contre les voisins, du discours haineux contre la puissance coloniale, discours haineux contre ci, contre ça. Après, la réalité va les rattraper. C'est vrai, il y a le pétrole qui coule, et puis bon, des milliards vont entrer. D'accord, mais la gestion même des milliards peut être source de problèmes aussi. Donc, moi, je pense que du point de vue politique, c'est une décision très grave. Du point de vue des droits, ceux-là peuvent trouver, ils peuvent trouver des états d'accueil. Les Nations Unies garantissent leur garantissent des droits. En la matière. Donc, je pense qu'ils trouveront des pays d'accueil. Ça, ce n'est pas le problème. Et donc, mais quand même, c'est le fait qu'on leur... Moi, je pense que c'est disons,
la conséquence sur le moral. Hein, parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un, n'est pas pire que ça. Hein. On lui enlève ce qu'il a de plus cher, on peut le tuer moralement. Donc pour moi, les arguments argués, les arguments évoqués ne me paraissent pas fondés et pertinents parce que le président Bazoum était aux affaires et quand vous êtes aux affaires, vous avez ce dont on parle, coopération, puissance, tout ça, ça fait partie du champ d'action du chef de l'État. Et donc, il n'a rien fait d'exceptionnel. Voilà. Il n'a pas cédé une partie du territoire nigérien. Il n'a pas vendu le Niger. Il n'a pas changé les fondamentaux de l'État nigérien. Alors, je ne vois pas en quoi on devrait lui faire ce procès. Alors, pour finir, pour sortir de ce sujet nigérien, plusieurs observateurs estiment que cette façon d'agir du général Tiani, c'est pour faire taire toute forme de dissidence qui pourrait surgir de part et d'autre. Le second volet de ma question, qu'on le veuille ou non, tout ce qui arrive aujourd'hui, quand même, le général Tiani, on peut également dire qu'il est quand même comptable de cette gestion qui ne cesse de décrier depuis son avènement au pouvoir. Le premier volet de votre question est une possibilité à ne pas ignorer, parce que nous sommes dans le terrain de la politique et nous avons un mélange entre politique et militaire. Et c'est un cocktail assez difficile à décrypter parce que les réalités au sein de l'armée sont assez différentes des réalités dans la politique. Maintenant, il est clair qu'aujourd'hui, nous avons des personnes haut gradées dans l'armée qui ont reçu une certaine éducation et qui sont quand même formées pour un certain leadership. Mais dans ce contexte spécifique, ça reste, il y a plusieurs paramètres. On peut évoquer des théories de conspiration, on peut évoquer des faits qui se rapporteraient à des règlements de compte, comme on peut aussi évoquer une certaine réalité. Mais la réalité des raisons pour lesquelles on est en train de déchoir ces individus de leur nationalité reste difficile parce qu'on parle de terrorisme, on parle d'autres choses. Est-ce que si... ils doivent avoir des informations, mais est-ce que concrètement... qu'on n'a pas. Mais est-ce que concrètement, si ces personnes avaient des capacités de terrorisme, on pourrait facilement en découdre comme ça refuser le fait de déchoir ces personnes de leur nationalité, qu'est-ce que ça apporte comme solution aux problèmes majeurs pour lesquels on est en train de prendre cette décision? Parce que lorsque vous prenez une décision en guise de sanction, il faut quand même qu'il y ait, que ce soit pour remédier à quelque chose et que ça apporte une solution. Donc il y a un problème par rapport à la solution. Maintenant, le deuxième volet qui renvoie à la responsabilité que partagerait le général Tiani, je pense qu'il en est suffisamment conscient. Et parce qu'il en est conscient qu'il ne veut pas en parler ou... Non, parce qu'on a comme l'impression que tout ce que le président Bazoum a fait est négatif, mais à aucun moment il a reconnu que lui aussi il a été partie intégrante de cette gestion. Et c'est justement pour cela, ça fait partie des éléments qu'on va mettre devant lui lorsqu'il finira ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que la première chose, le premier signe de la conscience et d'un pas constructif, c'est de reconnaître sa responsabilité. Et là, jusqu'à présent, comme vous l'avez dit, peut-être il a fait, nous on ne sait pas. Moi, j'ai jamais entendu le général Tiani dire qu'il reconnaît sa responsabilité dans tout ce qui a été fait et qu'aujourd'hui, il est blanc comme neige. Et qu'aujourd'hui, il veut réparer. Que c'est ce pourquoi même il décide de réparer, parce qu'il estime que tout ce qui s'est passé n'était pas bien, mais il n'a pas dit. Donc oui, il a une part de responsabilité parce qu'il occupait un poste remarquable dans le dispositif qui était en place. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau de Bazoum. Avant Bazoum, il était dans le système. En fait, c'est quelqu'un qui... C'est un homme des schémas. Oui. Exactement. Jusqu'à être général. Donc, il a connu plusieurs leaders. Donc, je pense qu'il a joué un rôle. Et si aujourd'hui, il prend des décisions qui sont peu constructives,
en fonction des informations qu'on peut avoir, ça signifie que on n'est pas sorti de l'auberge. On espère juste que ces décisions qu'il est en train de prendre seront constructives. Dans le cas contraire, il va devoir répondre d'ici quelques années ou peut-être quelques mois, on ne sait pas, mais le peuple est au rendez-vous. Alors, nous nous rendons du côté du vieux continent, au niveau de l'Union européenne. L'institution a apporté une manne financière à la Certainement, Moldavie il va le faire. à quelques jours Subtilement. de 2 scrutins cruciaux. Alors, Martial, 1,8 milliard de francs, 1,8 milliard d'euros. Voilà l'aide financière que l'Union européenne accorde à la Moldavie, cette ex-république soviétique. Évidemment, permettez-moi de dire 2 mots sur la situation. Très rapidement. Très rapidement. Monsieur Morgan a dit quelque chose de très important sur le caractère constructif de cette décision qui a été prise. Est-ce que cela va davantage dans le sens de la solution à apporter aux problèmes que traverse le Niger ou si cela va engendrer d'autres situations? Je pense que la situation est assez complexe dans le fait que les personnes qui ont été déchues de leur nationalité ne sont pas n'importe qui. Ce sont des personnes qui ont fait partie du siècle et qui connaissent assez bien le pays. Et le pays est en train de traverser une vague de déstabilisation et que le gouvernement en place même est en train d'accuser des Nigériens de faire partie de cette conspiration. Et donc, si cette déchéance de nationalité dangereusement amène les personnes à vraiment migrer de l'autre côté, c'est quelque chose d'assez inquiétant pour le Niger. Je pense que le général Tiani devait davantage revoir la prise de cette décision. Maintenant, pour revenir sur la question de la Moldavie, évidemment, ce soutien que l'Union européenne apporte à la Moldavie en cette période est assez importante et significative parce que, vous savez, la Moldavie réclame de faire partie de l'Union européenne. Bientôt, il y aura le référendum qui permettrait aux Moldaves de se positionner sur la question, de se prononcer sur la question. Et donc, c'est déjà un début pour l'Union européenne de montrer sa solidarité et de montrer ce que la Moldavie aurait déjà à gagner dans ce partenariat-là. Donc, je pense que ça intervient beaucoup plus dans un cadre de campagne de ce référendum qui se présage à l'avenir. Et ça intervient dans un cercle beaucoup plus général. Vous voyez la domination ou le règne que la Russie est en train d'imposer dans ces zones, parce qu'il faut dire que la Moldavie, ça faisait partie de l'ancien URSS, de son précaré. Et donc, ces pays sont en train de migrer davantage vers l'Occident, aussi bien sur le plan militaire, comme on l'a vu au lendemain du déclenchement de ce conflit, que sur le plan économique. Donc, c'est un moyen, c'est un moyen de se rapprocher davantage ou de montrer à la Russie qu'on est en mesure d'avancer et de lui causer des problèmes aussi bien au niveau de ses alliés, de ses proches alliés que d'autres États à qui cette Russie tient. Alors, Agapit, dites-nous un peu, depuis la guerre russo-ukrainienne, on constate que l'Union européenne accorde beaucoup d'intérêt à ces ex-républiques soviétiques. Alors, dites-nous un peu, en tant que consultant média, quelle est la lecture que vous faites de cet intérêt? Oui, en fait, ça me rappelle simplement que les illusions de la chute de l'évolution du monde en 89-90 tombent. L'illusion tombe parce que les équilibres sur lesquels le monde a évolué géostratégiquement entre 85, l'arrivée de Gorbatchev, et 89, la chute du mur de Berlin, c'est justement qu'on laisse l'Union soviétique garder un peu sa zone de prédilection. On ne va pas déstructurer la région. On va pas. Et l'accord Gorbatchev, Kohl et Thatcher et Mitterrand. Reagan et Mitterrand. Voilà. Donc, tout ça se fondait sur qu'on ne vient pas perturber la Russie à sa porte. Ce qui est aujourd'hui mis à mal, tout simplement. Donc, alors, ils ont la force de le faire. L'Union européenne peut mettre beaucoup d'argent. Mais l'équilibre du monde je pense que le monde va se désagréger aussi longtemps qu'on ne va pas laisser des piliers zonaux s'installer. Vous savez, il y a toujours des puissances qu'il faut installer. S'il n'y a pas un lion dans une forêt, ça devient une jungle. Mais ça ne veut pas dire quoi. Le lion dans la forêt ne veut pas dire qu'il y a démocratie.
Il n'y en a pas. Dans les animaux malades de la peste, La Fontaine a bien peint ce qui se passe là. C'est un peu ça. Mais quand il n'y a pas de lion, ça devient encore pire. Alors, aux États, quand vous regardez, lorsque l'Union soviétique et les États-Unis, c'est Shurigan, ils sont allés prendre Noriega. On est allé prendre un chef d'État qu'on a jugé de terroriste. On est allé chez lui, dans le pays, un pays protégé par les frontières et par le droit international. On l'a pris au nom de je ne sais pas quoi. Au nom d'être des gendarmes du monde. Tout comme Saddam Hussein, la manière dont Saddam Hussein a été d'abord la guerre en Irak, on a tué des gens. Et après, on a tué Saddam Hussein au terme d'un procès qu'on a évacué dans un procès sommaire où il n'a pas eu droit à toutes les garanties de droit international et même du droit de la personne en matière de procès. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit, mais l'Union européenne est dans son droit d'influence vers la porte soviétique et russe, la porte russe. D'accord? Aujourd'hui, ça peut fonctionner. Mais depuis que la guerre Ukraine-Russie a commencé, le nombre de personnes tuées, les bâtiments détruits, en tout cas, les dégâts humains comme matériels, les dégâts psychologiques et moraux, on est sûr que ça méritait vraiment la peine, mais on a déjà dépassé dans l'esprit la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale avait une étendue plus large, mais ici, ce qui se passe depuis 2-3 ans, c'est inimaginable. Alors donc, on ne peut pas analyser cette donnée, et ce qui se passe en Moldavie, en occultant ce qui se passe en Ukraine. Et donc, oui, ils sont à la porte. Les Ukrainiens, les Moldaves sont heureux, ils sont contents, ils auront une porte vers l'Europe, ils vont circuler leurs produits, ils vont gagner de l'argent, leurs peuvent aller et venir, d'accord. Mais le contre-coup moral, ils ne le savent pas. Le monde capitaliste, le monde libéral est un monde sans humanité social. Je ne sais pas si je peux me répéter comme ça. C'est un monde implacable, c'est un monde de résultats absolus, sans état d'âme, sans état d'esprit. Donc, alors, eux qui ont vécu dans une certaine ambiance, situation pendant un bon bout de temps, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Ça, c'est bon. Je vois l'euphorie, j'ai vu l'euphorie des États au niveau des années 90, la Pologne, les États de la Yougoslavie qui s'est désagrégé après. Et tous les États de l'ancien pacte de Varsovie, quand vous regardez tout ce qu'ils ont connu sous l'URSS, la protection dont ils bénéficiaient, après l'ouverture et le désenchantement, et après les accords qu'on est en train de faire pour les appâter et le faire entrer dans l'Union européenne, moi je trouve que pour l'Union européenne, pour l'Occident, c'est une belle chose, c'est de nouveaux marchés, ça va être, disons, à moi l'intérêt, on va analyser, on va injecter quelque chose. Mais après, pour le capital humain, je ne sais pas si ça règle le compte des Moldaves. Ils sont tous enchantés, globalement, sauf de l'autre côté de la frontière, de côté est, proche de la Russie, ou bon, qui s'est rendu indépendant. La Silistrie. Voilà, la Silistrie, voilà. Donc, il y a là, mais il y a que, ils ont beau tout faire, il va rester la question russe. Et c'est peut-être ça l'autre gros morceau qu'ils auront du temps pour gérer. Alors, vous avez écouté Agapit qui a estimé qu'avant la chute du mur de Berlin, il y a quand même eu certains accords entre ces super grands d'alors. Mais aujourd'hui, le constat est fait. La Moldavie est prête et très heureuse même d'entrer au niveau de l'Union européenne. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que les Moldaves sont prêts à subir les foudres du Kremlin? Vous savez, c'est un ensemble d'éléments à prendre avec beaucoup de pincettes. Quand on dit que la Moldavie est heureuse, prête à rejoindre l'Union européenne, je me pose la question de savoir si la Moldavie est vraiment prête, heureuse. Il y a des personnes en Moldavie qui sont heureuses. Ceux qui sont encore rusophones ne sont pas... Voilà. Sont contre cette entrée, forcément. Exactement. Donc, ils penchent plutôt à ceux que... Il y a une problématique fondamentale que l'Union européenne est en train de créer. Elle est en train d'encourager des potentiels conflits internes déjà à la Moldavie et ensuite qui pourraient prendre l'ensemble de la région. Et il est clair, mes prédécesseurs l'ont dit, ça s'inscrit dans le sens de ce qui se passe de l'autre côté de l'Ukraine. C'est pas détaché. Maintenant, est-ce que c'est utile?
Mieux, est-ce que l'Union européenne a la politique de ses moyens? Parce que l'Union européenne traverse une crise économique énorme. Et donc, on se pose la question de savoir où est-ce que l'Union européenne va trouver les moyens de pouvoir réellement entretenir cette question de l'entrée de certains États qui étaient dans le précaré russophone, de l'entrée de ces États-là à l'Union européenne, quand on sait que l'entrée à l'Union européenne impose un certain nombre de conditions, surtout des conditions économiques pertinentes. Mieux, aujourd'hui, l'Union européenne est en train de traverser une crise sociale qui, je me demande si ce dont parle pour l'Union européenne ou parle pour certains qui sont dans l'institution qu'on appelle l'Union européenne, parce qu'on a vu la montée des nationalistes. On sait que les débats aujourd'hui au sein de l'Union européenne tournent autour de deux choses: la sécurité, la migration, pour ne pas dire une troisième chose qui est l'économie. Et faire entrer des Moldaves dans l'Union européenne, c'est pas gagné. On a des pays qui attendent depuis des années et qui ne sont pas au niveau de l'Union européenne. Donc je crois que la Serbie est toujours en attente. Oui, et donc je pense qu'il y a un problème ici de coordination de l'action de politique étrangère de l'Union européenne. Et ça, il faudrait que les acteurs de l'Union européenne s'asseyent pour se poser la question de savoir si réellement ce qu'ils sont en train de poser comme acte à l'endroit de la Moldavie et d'autres États qui appartiennent à ce qu'on peut considérer comme le précaré russe dans la zone, est-ce que c'est constructif? Et si vous permettez, pour finir, je dirais simplement que l'Union européenne aujourd'hui est dans je ne vais pas dire entre le marteau et l'enclume. Bon, prenons le marteau et l'enclume, c'est mieux. Parce que le marteau serait les États-Unis et leur leadership. Il n'y a pas longtemps, le président français a parlé d'autonomie stratégique. Et on sait ce que ça signifie. Il a dit de façon indirecte que l'Union européenne ne décide pas d'elle-même d'une bonne partie de toutes ces stratégies. Parce que vous recherchez l'autonomie quand vous ne l'avez pas, quand vous savez que vous êtes dépendant. Et ça, c'est établi. Et donc, aujourd'hui, on n'en parle plus, mais on regarde, tous les regards de l'Union européenne sont tournés vers qui va prendre le leadership aux États-Unis. Parce que les États-Unis continuent d'avoir une influence énorme. Et de l'autre côté, pendant que ça se passe ainsi, l'Union européenne est aussi en train de faire la cour à la Chine. Parce qu'elle sait aujourd'hui que sans la Chine, tout est foutu sur le plan économique, puisque les États-Unis ont leur façon de faire. Donc, entre ça, c'est le marteau qu'est les États-Unis et l'enclume que représente le dispositif économique global qui change et les questions sécuritaires aussi qui changent. Parce qu'aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, ils se sont tous entendus sur le fait que l'Union européenne a un problème de sécurité et ne peut pas se défendre aujourd'hui s'il y a une question de menace sécuritaire pour les États individuellement et même pour les États pris ensemble. Ils sont totalement et entièrement dépendants des États-Unis, ce qui est très grave. Alors là, nous allons du côté du Moyen-Orient, la partie sud du Liban, toujours en proie aux frappes israéliennes. On ne peut rien vous cacher. Le Liban sud est pris d'assaut par les frappes israéliennes. Oui, évidemment, ce qui a commencé depuis bien longtemps déjà, si on peut le dire ainsi, et puis ces frappes ne cessent de s'étendre au-delà de la périphérie. On frappe en plein Beyrouth, ce qui est extrêmement inquiétant. Il ne s'agit plus maintenant d'une question du Hezbollah, mais c'est le Liban qui se retrouve impliqué dans ces situations. Et vous voyez les déclarations des différentes autorités libanaises, Oui, comme si... Dit comme ça, on a comme l'impression que c'est une nouveauté. Non, c'est pas une nouveauté. Le Liban a toujours subi ces frappes-là. Il y a toujours eu des résolutions, des déclarations, mais ça ne change pas. Justement, c'est là la préoccupation se pose. Et parce que s'il faut vraiment changer quelque chose, ce ne sont pas les déclarations des autorités libanaises. Il faut que ce soit un ensemble, notamment les États-Unis, qui se retrouvent, qui puissent vraiment mettre l'accent. Vous avez vu récemment la discussion entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président Joe Biden. Et il y a quelque chose qui m'a
qui a piqué mon attention dans le compte rendu de cette discussion. Vous savez, depuis un bon bout de temps, on parle de cesser le feu à Gaza. La déclaration, le compte rendu de cet entretien entre les deux leaders n'a pas fait mention de cette notion de cesser le feu, ce qui est extrêmement inquiétant. Si l'étape où nous en sommes, nous avons dépassé le cessez-le-feu alors que la situation continue de s'aggraver. On ne parle plus simplement aujourd'hui du Liban. L'Iran aussi a démontré ses capacités la dernière fois. Et puis, si on ne parle pas de retenue et qu'on n'agisse pas concrètement dans le sens de cette retenue, l'Iran serait en mesure de réagir parce que, qu'est-ce qui se fait? Quand l'Iran réagit, il faut savoir que ces proxys sont suffisamment endommagés parce que l'idée derrière la création de ces proxys, c'est de ne pas pouvoir faire la guerre directement à Israël. Mais par procuration. Voilà, une guerre par procuration. Maintenant, si celui qui doit exercer le travail par procuration est défait, a de problèmes, donc l'Iran est obligé de se voir impliqué directement, ce qui devient extrêmement inquiétant. Alors, il fait bien de parler de proxy, mais de son côté, l'Israël estime que ces frappes intenses au niveau du sud du Liban, c'est pour détruire les positions du Hezbollah. Mais aujourd'hui, à la recherche des positions du Hezbollah, on va jusqu'à Beyrouth. Je ne sais pas s'il faut parler du Liban, de l'Iran, ou il faut parler des États-Unis, du monde tout entier, dont les Nations Unies, États-Unis, Nations Unies, Israël. L'Israël a le droit d'exister. Ça, il est évident. Mais la Palestine aussi. Et toute la question arabe dans cette zone n'est que le droit des Palestiniens à exister dans leur territoire. Après, oui, d'avant 69 ou après 69, avant 40 et quelques, cette question aurait pu être. On aurait pu consolider des anciennes bases sur lesquelles au moins on s'entendait. Les accords d'Oslo, de 80, combien 89, 90, non, ou 94, 93. En tout cas, les accords d'Oslo avaient quand même fait des avancées. Quand même pas de... Mais pourquoi on a reculé? Pourquoi? Parce que justement, la politique mondiale, donc la domination, l'unipolarité, moi je suis tiède, c'est l'unipolarité, après 90, a donné la puissance, a donné toute la force aux États-Unis et à ses alliés de mener leur politique et de ne suivre que leurs intérêts au détriment de l'équilibre qu'il y avait avant 89, qui faisait que quand même, que de l'autre côté, on essayait quand même de prendre l'avis de l'autre puissance pour pouvoir établir un certain nombre de logiques. La fin des colonies, comment ils appellent ça? Les colonies le long de la bande la bande de Gaza, tous ces problèmes, on aurait pu mettre des fausses tampons. On aurait pu sécuriser certains endroits importants. Par exemple, le Sud-Liban, par exemple, on aurait pu... Le Liban a réglé ses problèmes depuis des années. Le Liban a commencé par se prospérer. C'était une terre de rêve pour beaucoup pendant longtemps. Pourquoi ce qu'on n'a pas pu régler de côté, on l'a laissé se déplacer et on s'occupe du Liban? Moi, je ne pense pas que le problème soit le Liban. Donc vous estimez que c'est un problème qui a été déplacé? C'est un problème qui a été déplacé parce qu'on ne l'a pas réglé à sa source. Or, on tourne, on est en train de détruire le Liban inutilement. Moi, je pense. On tourne. Si on ne règle pas le problème à la base, on accuse l'Iran. Oui, mais c'est logique que l'Iran protège aussi ses bases. Et puis l'Iran n'a pas envie de rentrer en guerre directement. L'Iran utilise CSB, comme le dit mon ami là. Donc, il les utilise. La question, c'est la question arabe. Et le monde arabe a le droit de revendiquer ce qui lui revient. Israël a le droit de revendiquer ce qu'il pense être le sien. C'est les arbitres qui sont mauvais. C'est les arbitres parce qu'il y a des arbitres puissants, comme les États-Unis et les Nations Unies. Les résolutions, il y en a plein. Ça ne sert à rien. Ça ne pas. Alors qu'ailleurs, ils auraient sorti les armes, les interdictions contre des pays qui ne respectent pas. Mais là, ils ont du mal à bouger, parce qu'ils ont des gros intérêts par là. Netanyahou, que ce soit lui, que ce soit avant les Shimon Peres et autres, ils avaient de la rhétorique
pour les ramener à leur simple expression. Ils savent que Israël est puissant. Ils savent qu'il est puissant et les Juifs, la question juive dans le monde, l'influence juive, ici ou là, ils connaissent tout ce mécanisme-là. Mais je pense que pour que le monde retrouve un équilibre, on a parlé tout à l'heure de la Moldavie. On peut passer toute la journée à en parler. Parce que c'est une bombe dans la région. On ne règle pas, oui, parce que lorsqu'on a réglé la question de l'Ukraine, avant Tchétchénie, il y avait le problème de Tchétchène, qui ont retourné il y a 30 ans. Alors, mais on ne voit pas les corrélations. C'est le pacte de Varsovie qui réglait un équilibre face à l'OTAN de l'autre côté. Il y avait des équilibres qui sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'on n'a pas considéré, qu'on n'a pas consolidé, mais qu'on a déstructuré. Au nom de la démocratie. Merci, au nom de la question des droits de l'homme. En fait, ce n'est pas nécessairement de la démocratie, les droits de l'homme qu'on a élargi et qui recouvre tout et finalement plus rien fondamentalement. C'est-à-dire les droits de l'homme deviennent polysémiques, je pourrais laisser la polysémique. Et donc, on lui met ce qu'on veut et au nom de ça, on mène des actions sans se préoccuper des conséquences. Alors donc, dans les droits de l'homme, il y a le droit à avoir une terre. Et donc, quand on dit le droit à avoir une terre, l'État qui est en place, quoi que l'histoire, on ne va pas la refaire, l'État est en place. Ouais. Mais les gens qui revendiquent d'être en place aussi, en ont. Mais pourquoi on ne peut pas trouver quelqu'un pour essayer? On est en octobre, ça fait bientôt 20 ans. 20 ans, 21 ans que Shimon Peres, que l'autre est mort. Et l'autre, le leader palestinien, Yasser Arafat. Mais ce monsieur n'était pas si extrémiste. Mais qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait voir? Mais face à Hamas, on aurait dû l'aider. Au moment où on aurait pu le faire, il y a encore des extrémistes internes qu'on aurait pu maîtriser, qu'on n'a pas pu maîtriser. Et les accords d'Oslo ont chuté. On est revenu encore à la case départ. Donc, on monte, on descend, on monte, on descend. C'est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui. Moi, la question libanaise, je ne veux pas la prendre il se trouve c'est dans la zone, parce que c'est tout un mélange au Proche-Orient. C'est un État qui est victime de son positionnement et surtout des Arabes d'un côté, de l'Iran, de l'Israël de l'autre, et il se retrouve entre deux feux. Beyrouth devient un peu la barbe de père qui brûle. On dit, mais le père brûle, vous dites, mais sa barbe, mais quand même, la barbe ne fait pas partie du corps. Voilà, alors, Morgane, les États-Unis ont dit qu'ils entendent aider la classe politique libanaise à s'affranchir face au Hezbollah. À moi de vous demander comment. Je me demande si ce qu'ils ont dit va de pair avec la déclaration qui a été faite par les mêmes États-Unis il n'y a pas longtemps, de tout faire de mettre en place le dispositif nécessaire pour Israël, vu que Israël a été attaqué 2 fois de suite par l'Iran et qu'il y a des tirs qui viennent du Liban. Entre-temps, l'Israël n'a pas encore riposté. Vous voyez. Et donc, c'est ce même États-Unis-là. Voilà un peu ce qui va dans le même sens de ce que mon vis-à-vis vient de dire. Il y a des arbitres qui ne sont pas des arbitres, au fait. C'est un peu comme les matchs dont vous connaissez l'issue. L'arbitre, il sait déjà qui a gagné avant le début du match. Et ça pose un problème fondamental. Je pense qu'ici, la question du Liban est une question qui tombe dans le général problème que vit le Moyen-Orient. Il faut parler du Moyen-Orient. Ouais. C'est pas le Liban, c'est pas le Hamas, c'est pas la Palestine, c'est l'ensemble du Moyen-Orient. Parce que quand vous prenez le Hezbollah, c'est quoi? C'est un parti politique. Ça signifie que c'est des gens qui animent la gestion de cet espace-là. Quand vous prenez le Hamas n'est pas qu'un groupe de personnes qui ont décidé de déstabiliser un système, mais c'est des personnes qui sont considérées comme des acteurs politiques, des autorités par certains individus. Pourquoi est-ce qu'on oublie souvent de mettre en avant cette partie de l'histoire? Plus quand il y a Hamas, on voit l'extrémisme. Terrorisme, voilà. Même chose pour le Hezbollah. Exactement.
Exactement. Et c'est ça le Oh, problème. le Liban fondé sur le système confessionnel avec ses religieux. Voilà. C'est des équilibres d'ordre religieux. Voilà. Donc, c'est le problème. Et c'est l'arbitre qui permet qui est en train de permettre qu'on considère, quand vous demandez, vous écoutez le Conseil de sécurité aux Nations Unies, les États-Unis sont fermes. Le Hamas, c'est un groupe terroriste. Le Hezbollah, c'est un groupe terroriste. Alors que, dans les faits, ce sont des partis politiques. Peut-être ils ont des comportements terroristes, encore que la notion de terrorisme, quand vous regardez l'histoire des relations internationales, ça évolue. On ne sait pas vraiment qui est terroriste. Mandela était terroriste. Subitement, il est devenu... président. Prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix. Vous voyez, c'est difficile. Donc, je pense qu'il y a la bonne foi des acteurs, des arbitres, qui manquent dans ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Et mieux, pourquoi est-ce que les accords n'ont pas fonctionné? Il y a cette tendance que certains leaders ont de croire qu'il suffit qu'ils s'asseyent, qu'ils prennent des décisions, qu'ils prennent un verre de champagne et que c'est résolu. Les accords doivent être mis en œuvre dans des sociétés données. Mais est-ce que ces membres de ces sociétés-là sont associés dans la constitution de ces accords? On se rend compte que non. Est-ce que le Palestinien lambda est prêt à cohabiter aujourd'hui avec l'Israélien quand il se réfère à l'histoire de la Palestine et des Arabes depuis 1945? C'est difficile. Donc, il y a un travail sociologique, il y a un travail éducatif, il y a un travail psychologique que les acteurs refusent de faire et se contentent seulement d'amadouer ou peut-être de s'asseoir autour leurs intérêts autour des tables de négociation. Aux États-Unis, course à la Maison-Blanche, Barack Obama aux côtés de Kamala Harris, présidentielle 2024, le 44e président des États-Unis, entre une nouvelle fois dans l'arène politique. Cette fois, c'est en Pennsylvanie. Et justement, c'est la suite du soutien que ce président apporte à Kamala Harris. Nous avons constaté une hésitation au départ qui a donné lieu à toutes sortes d'interprétations. Y compris ici sur ce plateau. Justement. Et donc, cette sortie en Pennsylvanie, un État très clé dans la question du parti qui doit remporter ou non les élections. Et donc, je pense que c'est le moment. Il y a deux idées essentielles qui me viennent à l'esprit quand je pense à cette sortie. Vous avez vu, les États-Unis ont traversé une période assez compliquée récemment, l'ouragan Hélène et ensuite l'ouragan Milton. Et donc, et autour de ces situations climatiques, on a vu les débats politiques s'animer dessus, de part et d'autre des deux camps, notamment venant de Donald Trump qui a accusé Biden de tout ce qu'il y a, vous savez déjà. Et donc, l'intervention de Barack Obama aux côtés de Kamala Harris dans cette période essentiellement, c'est de lui apporter le soutien davantage et de rétablir un peu l'équilibre causé par les déclarations, causé par les fausses informations qui ont circulé autour de cette question. Et donc, je pense qu'en dehors de cette manière de voir les choses, vous savez, les élections présidentielles américaines approchent à grands pas. Et donc, c'est le moment de sortir les grands jeux. Et donc, dans le fait de sortir les grands jeux, il est important quand même d'amener certains acteurs importants de la société américaine à faire surface. Et ça ne va pas s'arrêter là. Nous allons voir du côté Trump également. Vous allez voir d'autres acteurs vont sortir, des anciens présidents vont s'afficher, des anciens chefs de parti également pour apporter davantage le soutien, étant donné que l'équilibre, quand nous observons les sondages, une question qu'il faut revoir également, permet de rééquilibrer un peu les choses et de quand même permettre une avancée du côté des démocrates dans cette élection. Agapit, nous savons que la Pennsylvanie, c'est un État clé. Nous savons également que c'est un État qui dispose de 19 grands électeurs, mais est-ce qu'il sera facile de rallier les indécis à cette présidentielle et le choix? Pourquoi Barack Obama choisit de faire
cette sortie dans cet état? D'abord, Barack Obama n'avait pas le choix. Il était obligé de sortir. Il était obligé de sortir. N'est-ce qu'on dit souvent qu'on a toujours le choix? Si, il avait le choix. Il avait le choix de choisir de sortir. D'accord. Il ne pouvait pas faire autrement. Au départ, il avait cru que bon, voilà, la démission de Biden pouvait ouvrir la voie éventuellement à son épouse. Ça n'a pas été totalement dans l'optique des dignitaires un peu de ce parti. Et naturellement, l'autre étant... Le Parti démocrate n'est pas une monarchie. Et de l'autre étant, le mot n'est pas non plus un mot monarchique. C'est dans le dictionnaire français. Donc, alors, Kamala Harris étant déjà positionné comme il fallait en son temps, là, déjà comme colistière de Biden, donc naturellement elle apparaissait. Mais bon, donc est-ce que Obama pouvait ne pas faire? Il était tenu. C'était un problème de timing. Et le timing est bien choisi. Parce qu'il va se resserrer progressivement. Au départ, quand elle est arrivée, elle a fait un bond devant. Parce que bon, voilà, c'était un nouveau visage, une femme, elle est procureure, elle a l'art de le dire. Et surtout de diaboliser son vis-à-vis. Qui ne rate aucune occasion. Oui, hein, mais oui, mais attendez, il va pas se laisser cuire. Donc, alors ça va se resserrer, et on a les deux camps ont besoin de voix fortes comme celle-là. Donc, il y en aura d'autres, c'est clair, mais ça ne se jouera pas que à ça. Ça va se jouer au comportement des candidats. Il faut ces sorties n'ont pas particulièrement influencé les élections des États-Unis. Ces sorties n'ont pas particulièrement, quand vous regardez, ça n'a pas particulièrement influencé. Ça peut faire bouger un peu des lignes, mais dans une semaine, on aurait déjà oublié le discours d'Obama. C'est parce qu'il ne sera pas avec Mme Harris, elle ne sera pas avec lui. Donc, son discours en Pennsylvanie, ce n'est pas un discours qui va faire décider les non, non, les grands électeurs, oui. Mais faire sortir les gens dans les urnes, c'est un autre problème. Donc, les indécis, ce n'est pas si évident. Les grands électeurs sont déjà presque... positionnés, hein, ils ont une idée. Après, c'est la base qui leur confère le statut de grand électeur. C'est-à-dire qu'il faut, c'est une majorité. Hein, c'est un scrutin majoritaire. Donc il faut déjà que vous soyez majoritaire. Donc il faut que les gens sortent pour vous donner ce pouvoir d'être majoritaire. Ce n'est pas affaire de proportionnel ou affaire équilibre, plus fort reste, plus fort. Non. Ici, vous avez une voix de plus, vous prenez tous les sièges. Donc, 19 voix à prendre, 19 sièges à prendre là. Il faut travailler à faire sortir les électeurs pour que le Parti républicain ou le Parti démocrate sortent vainqueurs pour ramasser les 19 voix qui joueront dans le nombre total qui est attendu. Donc, oui, ces types de sorties sont attendus. C'est bon de voir la posture. Barack Obama a toujours l'aura qu'il faut là-bas, mais tout le monde sait que le candidat n'est pas Barack Obama, c'est quand même Kamala Harris. Et ça, personne ne l'oubliera. Alors justement, Morgane, dites-nous un peu, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui estiment que par rapport à cette présidentielle, le duel entre Trump et Harris est incertain? Incertain. Il y a du suspense. C'est comme toutes les élections. Surtout que celle-ci, on a vu, ça fait longtemps qu'on a assisté à cela, hein, pour ne pas dire presque jamais, un changement de candidat à la dernière minute carrément. Et ça, je ne sais pas si ça va réellement dans le sens ou dans l'intérêt des démocrates. Et permettez-moi de dire que moi, je vois... une difficulté que les démocrates ont laissé derrière qui pourrait les rattraper. Ont minimisé, c'est ça? Oui. Le choix de Kamala Harris n'a pas été démocratique. C'est vrai. Bah, ils se sont rappelés qu'ils ont des racines africaines. On continue. Non, et ça, Obama, justement, ne l'a pas vraiment très digéré. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais quand je regarde la photo prise à Obama, il a retroussé les manches. Bon. On lui connaît son style. Ça signifie qu'il a décidé quand même, pour l'honneur du parti, pour l'intérêt du parti, de se jeter à l'eau. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Donc, l'incertitude par rapport à ces élections, c'est beaucoup plus par rapport à la capacité des démocrates à remonter la pente. Parce que
les républicains sont bien positionnés. Et ça, c'est depuis les primaires. Il faut rappeler que tout ce monde-là qui a suivi Donald Trump et qui le suit depuis les primaires, depuis même, non, les primaires, c'est très, très rapproché. Depuis qu'il a perdu les élections officiellement, il y a quelques années, 4 ans, il y a du monde qui le soutient. Et là, vous voyez, il a passé un sale quart d'heure avec les juridictions. Il est toujours soutenu. Il y a eu bon, on va dire des mises en scène pour certains, mais d'autres estiment que c'est vrai. On a essayé de le tuer 2 fois de suite. 2 fois de suite. Donc, vous voyez, tout ça rend le positionnement des républicains beaucoup plus stable que celui des démocrates. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément Barack Obama qu'on doit voir. On doit voir Kamala Harris elle-même. Et ceci est quelque chose qui ressort. Mais on la voit, elle est quand même au charbon. Vous savez, lorsque vous étudiez... En dehors des tirs contre Trump... Lorsque vous écoutez les médias américains, dans leur langue, ils disent qu'on ne la voit pas. Ils disent qu'ils ne la connaissent pas. Ils sortent des terminologies qui disent qu'ils n'ont pas l'expérience de la gestion de Kamala Harris en dehors du fait qu'elle a assisté Joe Biden et que, techniquement... Comme quoi, pour aller en politique, il faut traîner des casseroles. Oui, puisque... Pas vraiment. En fait, elle n'a pas candidaté cette année. Et donc, on a l'impression il y a des étapes qu'elle a brûlées. Mais pour finir, permettez-moi juste de dire que il y a une expérience capitale qui devrait avoir servi son intérêt, mais qui ne l'a pas. C'est que si elle avait commencé depuis très longtemps et qu'on savait que c'était elle la candidate, il y aurait eu un travail fondamental pour la faire connaître et pour montrer que les ténors ne sont pas avec elle parce qu'ils ont reçu un mot d'ordre, mais ils sont avec elle parce que réellement, ils croient en sa capacité à diriger. Donc, c'est 50-50, oui, mais avec une stabilité apparemment beaucoup plus pour les républicains. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi 14 octobre 2024, où j'étais heureuse de recevoir pour vous Agapit Napoléon Maforican, consultant média. Merci. On espère que vous serez tout le temps des nôtres désormais. Également avec nous, Martial Akwete, analyste politique. Merci pour ces analyses. Le dernier, Morgana Sogba Metonji, consultant en géopolitique. Merci, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour décrypter l'actualité internationale. Chers amis internautes, le plaisir ainsi partagé. Retrouvons-nous le lundi prochain pour d'autres actualités internationales. Au revoir, bye bye.